la simplification de la mise en œuvre des politiques publiques. Alors ce thème va recouvrir en réalité deux aspects. Un premier aspect qui est l'aspect administration-collectivité, comment faciliter la mise en place de ces politiques publiques, et un deuxième aspect qui est le pendant vis-à-vis des citoyens, c'est-à-dire l'optimisation de l'accès des citoyens à ces politiques publiques. On va réaliser ce webinaire à deux voix, avec moi-même, donc Jean-Michel Dupont, le directeur général de DocaPost Applicam, et mon collègue Antoine de Montgolfier, aujourd'hui directeur marketing et innovation chez DocaPost Applicam, après avoir été plusieurs années responsable des projets pour les collectivités. Ce webinaire va s'articuler en trois temps. Premier rappel assez rapide du contexte et des enjeux de la simplification des politiques publiques pour les collectivités. Une solution ensuite de mise en œuvre à travers la mise en place de plateformes multiservices. Et puis dans un troisième temps, quelques retours d'expérience sur des façons dont ça a pu se passer. Pour ceux qui ne connaissent pas encore l'interface du webinaire, vous avez un sondage sur la partie en bas à gauche de l'écran, donc n'hésitez pas à le compléter dès maintenant. On fera à mi-présentation un deuxième sondage sur des questions un petit peu différentes. Et puis également une interface de chat, donc là qui vous permet dès maintenant et au fur et à mesure de la présentation de poser des questions que vous pourriez avoir par rapport au contenu de cette présentation, ou des sujets adjacents, ou des façons de mettre en œuvre envisagées chez l'une ou l'autre de vos collectivités. Également, en cas de questions plutôt d'ordre technique, cette fois, une bulle rose-violet en bas à droite de l'écran que vous pouvez utiliser pour joindre un administrateur de la plateforme du webinaire. Donc voilà, donc on va commencer avec le premier slide. Donc on va commencer par poser le cadre, à parler de l'environnement dans lequel on évolue. Donc, même si aujourd'hui un certain nombre de groupes de personnes, certaines communautés peuvent avoir du mal et nécessitent un accompagnement, par exemple par la famille ou un accompagnement collectif par des associations ou bien sûr les collectivités, les administrations. Aujourd'hui, on peut dire, comme vous le voyez sur le slide, que les Français sont extrêmement familiers d'Internet. Et ça veut dire deux choses. D'une part, ils s'attendent à avoir des services sur Internet. Ils sont familiers avec ça. Deuxièmement, ça veut dire également qu'Internet façonne leurs exigences. En effet, aujourd'hui, lorsqu'ils utilisent des applications mobiles, lorsqu'ils utilisent des applicatifs sur PC, tout ce qu'ils font est extrêmement intuitif. Ils peuvent le faire, je veux dire, à tout le temps, à chaque moment du jour et de la nuit. Ils sont très autonomes par rapport aux services qu'ils utilisent. Ensuite, de plus en plus, comme Internet est devenu un média mature, et de même pour les applications mobiles, ils n'ont plus à chercher l'information. La plupart du temps, l'information vient à eux. Ils ne doivent pas aller dans un maquis de menu qui leur permet d'avoir accès à tout un ensemble de services. L'information vient directement à eux. C'est beaucoup plus lisible. Et dernière chose également, bien sûr, tout ça se fait avec une ergonomie de plus en plus importante. Donc ça devient de plus en plus facile d'utiliser les différents services sur Internet. Alors, autre élément de contexte, cette fois en prenant l'angle des acteurs publics, c'est qu'on a bien conscience que le citoyen fait partie d'un ensemble d'interactions avec différents acteurs de la sphère publique. Le fameux millefeuille territorial. On a donc au niveau de la commune, le département, la région, les relations avec l'État. Et un chiffre qui illustre ça, c'est que, par exemple, 95% de la population vit sous l'influence d'une zone urbaine, alors que seul un tiers de cette même population est dans le territoire de cette zone urbaine. Et ça montre bien que pour les collectivités adjacentes, un peu en dehors, à côté de cette zone urbaine, il y a un enjeu de visibilité, d'image, de façon de construire et de présenter l'action publique qui est menée. On a donc pour ces collectivités qui mettent en œuvre des actions, des services auprès des citoyens, un enjeu d'image, on vient de l'évoquer, mais du coup de pilotage de ces actions, de pouvoir les mener de la manière la plus efficace possible, de pouvoir en rendre compte, et de reconnaissance de ce qui est réalisé auprès des citoyens.
Tout cela, évidemment, dans un monde de plus en plus digital, comme Jean-Michel l'a rappelé, mais avec le souci permanent, notamment pour des acteurs publics, de ne pas aggraver la fracture numérique, et donc de réaliser des accès aux services qui seront universels, même s'il y a un objectif d'aller de plus en plus vers le digital. On peut illustrer cette multitude d'interactions du citoyen avec un ensemble de collectivités de manière assez simple, en prenant quelques exemples de services. On voit par exemple qu'une famille va être en relation avec la commune dont elle est habitante pour des questions liées à l'habitat par exemple, à l'inscription des enfants à l'école, donc tout ce qui est petite enfance, le périscolaire, la restauration éventuellement, sont en général de la compétence de la commune. Elle va ensuite également établir des relations avec le PCI, l'agglomération, la métropole, pour tout ce qui est activités culturelles ou sportives, de manière assez classique, également pour les transports de proximité. Et puis également des relations avec le département pour une bonne partie de la gestion des aides sociales dont elle peut bénéficier. L'inscription au collège est souvent fait partie des compétences du département. Et puis encore après la région, pour la vie lycéenne, ces collectivités peuvent mettre en place des aides autour de la rentrée scolaire, que ce soit les départements pour rentrée collégiens ou les régions pour les lycéens. Également au niveau de la région, tout ce qui va être la relation avec la formation professionnelle. Et le transport, évidemment, au niveau régional. Donc on voit bien là que le même citoyen est en interaction avec un grand nombre d'acteurs de la vie publique locale, qui sont des collectivités indépendantes les unes des autres, mais où pourtant les démarches qu'il va être amené à réaliser au sein d'une même collectivité ou au sein des différentes collectivités, vont s'appuyer sur un socle de données, d'éléments qui gagneraient à pouvoir être, dans une certaine mesure, mutualisés. C'est toutes les démarches liées à l'identité, aux justificatifs de domicile, aux avis de ressources, par exemple. Et donc là, un objectif affiché de pouvoir s'inscrire dans une démarche dites-le-nous une seule fois, mais pour pouvoir le dire une seule fois, encore faut-il que les données puissent être ensuite partagées au sein d'une même collectivité ou même entre collectivités distinctes mais adhérentes d'une certaine manière. Et donc cette vague de réutilisation de données communes est une vague qui va bien au-delà de la sphère publique. Ainsi aujourd'hui, comme vous le savez, vous utilisez des services dans le cloud, donc services qui sont disponibles à tout moment de la journée, n'importe où, avec n'importe quel moyen que vous pouvez utiliser. Et tout ça, donc, c'est déjà une première vague. Il faut savoir qu'en plus de ça, aujourd'hui, avec l'arrivée de l'iPhone, il y a une dizaine d'années aujourd'hui, donc on a eu en plus de ça une nouvelle ergonomie qui a été mise en place et de nouveaux moyens d'utilisation de la donnée. Donc, je ne vais pas revenir sur la simplicité qu'on a à utiliser à tel outil, mais ce que ça apporte, ça va encore plus loin sur la donnée. Non seulement, par exemple, lorsque vous changez de téléphone et que vous reprenez un nouvel iPhone, vous gardez vos données, donc vos données de contact, vos emails, etc. Mais ça va plus loin que ça. Parce que vous gardez également, bien sûr, vos applicatifs, donc vos outils, mais vous gardez également vos paramétrages. Donc ça va assez loin dans la réutilisation de la donnée, et ce n'est pas que les données qui correspondent à du fond. C'est également tout ce qui va y avoir autour, ce qui correspond également à la forme. Et tout ça, c'est une vague également qui s'étend de plus en plus à toutes les sphères économiques. Donc là, on a cité l'exemple, par exemple, de la banque ou de l'assurance. Et dans cet exemple de la banque et l'assurance, dans ce domaine-là, il y a également des choses extrêmement intéressantes qui se déroulent aujourd'hui. Donc là, on va prendre un autre exemple qui est l'exemple, par exemple, des agrégateurs de comptes, donc type des sociétés comme Lixo, comme Banking, qui vous proposent des applicatifs, où l'idée, c'est de pouvoir accéder à tous vos comptes de quelques banques qu'ils viennent à partir d'un seul et même applicatif. Et là, donc, c'est intéressant parce que c'est de la réutilisation de la donnée par-delà la concurrence. Donc, ça va encore plus loin. Donc, comme vous le voyez, aujourd'hui, la sphère privée va très loin dans ces deux domaines-là. Et on peut dire que
la sphère publique a malheureusement du retard. Et tout l'enjeu, c'est effectivement par rapport à ça, pour la sphère publique, de rattraper ce qui fait aujourd'hui dans la sphère privée, voire la dépasser. Et si on fait, j'allais dire, on regarde le sondage, c'est ce que vous dites bien. Alors, on a quand même avancé par rapport à ce qui existait il y a quelques années. On n'a plus, comme on le voit dans le sondage, autant de dossiers que de services auxquels le citoyen souscrit. Donc, on a aujourd'hui 80% des personnes qui nous disent que certains dossiers sont partagés entre plusieurs services. Par contre, on n'a pas encore un seul dossier regroupant toutes les informations et qui pourra donner accès aux citoyens à tous les services auxquels il est en droit d'accéder. Voilà, donc je voudrais dire également que ça c'était le premier sondage. Maintenant, on va quand même passer également au second sondage. Donc n'hésitez pas à répondre au second sondage que vous verrez s'afficher également dans les fenêtres. Ok, donc par rapport à ça, qu'est-ce que le citoyen attend aujourd'hui en termes de parcours idéal? Donc le premier élément de ce parcours, c'est d'abord l'inscription. L'inscription dans ce parcours idéal doit être omnicanal, c'est-à-dire que le citoyen doit pouvoir commencer ses démarches sur un média, les continuer sur un autre média et les terminer encore autre part. Vous avez sans doute lu pour certains d'entre vous le livre blanc de DocaPost Solutions Publiques qui a été publié en fin d'année dernière. Il y avait des chiffres qui étaient très intéressants là-dessus, sur l'inscription des citoyens. On voyait qu'en particulier, parmi les citoyens français, 61% commençaient leur démarche à partir d'une application ou d'un site Internet. Par contre, parmi ces 61%, seuls 40% les terminaient en ligne. C'est-à-dire qu'on a perdu entre-temps, parce que certains ont téléphoné et terminé leur démarche par téléphone, ont envoyé des dossiers en papier, ont fait d'autres choses. Donc c'est extrêmement intéressant de pouvoir n'enregistrer qu'une seule fois les données, de manière à ce que le citoyen n'ait pas à répéter plusieurs fois les démarches pour accéder à ces services. Une fois donc que ces données sont enregistrées, évidemment, de manière à optimiser le parcours citoyen, mais optimiser également le travail de la collectivité, l'idée est de ne valider qu'une seule fois et d'offrir tout de suite l'accès au maximum de services auxquels le citoyen peut avoir accès par rapport, bien sûr, aux différents justificatifs et éléments qu'il a envoyés. Et qu'à partir de là, le citoyen se voit créer une sorte de compte client unique qui lui permet, grâce à un sésame, soit ses identifiants, soit effectivement dans la vie physique, par exemple une carte, voire une application mobile, qui lui permet ensuite d'utiliser des services dans la vie réelle, comme le transport, l'accès à la cantine, l'accès à des bâtiments municipaux, on peut imaginer plein de services. Et à l'inverse, effectivement, un pendant numérique qui lui permet d'être facilement payé par rapport à des subventions qu'il peut recevoir sur ses comptes, ou de faciliter également toutes ces démarches administratives, comme les formalités pour récupérer une carte nationale d'identité ou tout un ensemble d'autres papiers administratifs. Alors on va pouvoir présenter ici quelques exemples concrets de collectivités qui ont mis en œuvre de telles plateformes, et avec, on veut illustrer ces trois approches différentes. Parce qu'on a vu là qu'on pouvait construire des plateformes multiservices qui étaient finalement très ouvertes en amont, avec une multitude de connecteurs, de points d'entrée, une approche omnicanale, et ou très ouvertes en aval, avec une multitude de services. Et les trois exemples qu'on vous propose, le premier c'est Bordeaux, la métropole de Bordeaux, qui a mis en place une plateforme permettant aux citoyens de s'inscrire à la tarification solidaire pour les transports en commun, et qui a choisi là une approche multicanale en entrée. Permettre aux citoyens, alors en privilégiant une inscription dématérialisée par le web majoritairement,
de réaliser l'inscription, de transmettre les justificatifs, des attestations de ressources, par exemple, pour pouvoir bénéficier des quotients familiaux auxquels ils ont droit, mais également de s'interfacer avec des systèmes de données vérifiées, au moyen de France Connect, par exemple, ou des API CAF, qui vont ainsi permettre aux citoyens de s'inscrire avec des données qu'il a déjà communiquées et d'avoir ces informations qui auront été validées une fois. En aval, à contrario, ces données vont être transmises de manière contrôlée à l'opérateur de transport qui pourra émettre la carte et charger les tickets ou les abonnements auxquels l'usager a droit. Première approche. Deuxième approche, cette fois, c'est des collectivités comme la région Auvergne-Rhône-Alpes, par exemple, ou le département des Hauts-de-Seine, qui ont choisi de faire une plateforme multiservice qui va être plutôt drivée par un parcours d'inscription très canalisé, une inscription essentiellement dématérialisée, avec toujours des petites options permettant à des familles éloignées du numérique de pouvoir quand même s'inscrire. On trouve des moyens de le faire, mais on va dire le travail est dématérialisé, inscription web ou via une application smartphone. Et en sortie, les données qui auront été qualifiées lors de l'inscription et du contrôle par les établissements, en l'occurrence les collèges ou les lycées, ces données vont pouvoir être partagées et réutilisées par un grand nombre d'acteurs. Il peut s'agir de l'utilisation d'une aide, donc concrètement une carte est envoyée ou une application smartphone permet à l'usager qui s'est inscrit d'accéder à une aide qui est financée par la collectivité et qui va être utilisable auprès d'un réseau de partenaires de proximité. Il peut s'agir de commerçants, des libraires pour le livre ou la culture, des salles de spectacle, du sport, de la musique, donc des commerçants, du réseau associatif, des partenaires institutionnels, vont donc devenir des lieux d'interaction du citoyen qui s'est inscrit et qui va pouvoir faire valoir les droits, les services, les démarches auprès d'un très large ensemble de partenaires. Donc là, on a une ouverture en aval qui est très forte et une réutilisation des données qui ont été qualifiées, qui sont ouvertes de manière contrôlée. On se parlera peut-être à la fin de la présentation. Il y a des enjeux de sécurité ou de consentement qui sont importants. Troisième exemple, des acteurs comme Mégalis en Bretagne, par exemple, choisissent de mettre en œuvre d'emblée des plateformes multiservices qui vont être très ouvertes aussi bien en amont qu'en aval, avec une forte interconnexion des deux côtés. Et chose intéressante, qui vont s'appuyer pour ce faire sur des standards du marché, comme par exemple la norme AMC, qui permet d'émettre une carte à vocation multiservice qui embarque de manière standardisée un ensemble d'identifiants qui pourront être utilisés par les différents acteurs qui vont s'agréger à cette plateforme. Alors, à quoi arrivent les collectivités qui construisent ces démarches? Eh bien, en fait, elles arrivent à se mettre au cœur d'un écosystème, un écosystème qui pourrait être très étendu, dans lequel on aura des citoyens qui auront fait ces démarches d'inscription, dont les données auront pu être contrôlées et validées, des partenaires que j'ai évoqués tout à l'heure, qui vont aussi être en relation avec ces citoyens, et l'ensemble de ces acteurs qui identifient l'action de la collectivité dans la mise en œuvre de cette plateforme multiservice, dans la mise en œuvre d'un certain nombre de politiques locales, qui peuvent être des compétences en direct de la collectivité ou au-delà des compétences sur des actions volontaristes. Et donc ces acteurs pourront être privés, publics, associatifs, institutionnels. On crée donc comme ça un écosystème qui est propice à l'émergence en proposition ultérieure de nouveaux services, et donc une plateforme qui va vraiment être orientée à la réutilisation d'un certain nombre de données, alors peut-être pas pour la totalité des personnes qui sont inscrites, il sera possible de segmenter les publics, les aides, les services, les dispositifs. Pour la collectivité, elle gagne ainsi des outils de pilotage, elle aura évidemment accès aux statistiques d'inscription, d'utilisation, elle va pouvoir mesurer l'efficacité de son action, elle va donc pouvoir en améliorer l'efficience, et puis elle aura, on l'a évoqué, un outil de reconnaissance et de visibilité de son image. Après, l'exercice peut être étendu au-delà de la collectivité en elle-même, avec les collectivités avoisinantes, dès lors qu'il y a des accords politiques et administratifs en la matière. Donc,
Pour mettre en œuvre tout ça, la collectivité a besoin d'utiliser différents types de compétences. Et il y a un certain nombre de questions à se poser par rapport à ces compétences. Déjà, est-ce que la collectivité a toutes les compétences en interne pour les assurer? Ou vaut-il mieux qu'elle confie la réalisation à un ou plusieurs prestataires, tout en sachant que piloter un prestataire, c'est sans doute plus facile qu'en piloter plusieurs, et ça facilite la responsabilité, mais encore faut-il trouver, évidemment, le prestataire qui réalise les prestations avec la bonne qualité et avec un coût qui est raisonnable. Donc si on regarde les différentes compétences à mettre en œuvre, une première compétence, qui est la compétence historique des collectivités, c'est-à-dire la compétence de relation avec le citoyen, avec historiquement évidemment des guichets. Aujourd'hui, une question à se poser par rapport à ça, c'est quel type de relation citoyen j'ai envie de mettre en place. Parce qu'il y a différents canaux qu'on peut utiliser. Évidemment le guichet, mais ça coûte assez cher et ce n'est pas forcément ouvert tout le temps. Il y a également les hotlines, les call centers qu'on peut utiliser. Il y a également, bien sûr, maintenant des modes asynchrones sur Internet de type envoyer des emails, poser des questions sur des sites Internet, ou synchrone via des chats. Donc, il y a des vraies questions à se poser sur quel est le meilleur canal pour pouvoir interagir avec le citoyen. Deuxième élément autour de la relation citoyen, il faut aussi savoir proposer le bon niveau de relation. Parce qu'il y a un compromis à trouver entre la qualité de l'accompagnement et le temps qui est consacré à cet accompagnement et bien sûr le coût que ça va coûter. Plus ça va durer longtemps, et effectivement, plus ça va coûter. Et moins également, ça peut satisfaire un certain nombre de citoyens qui, eux, vont devoir attendre parce qu'il y a une autre personne qui est déjà prise en charge par la relation citoyenne. Et ça nous amène au dernier point par rapport à la relation citoyenne, c'est la gestion des pics d'activité. Il y a finalement très peu de dispositifs qui vont avoir, j'allais dire, une occupation qui sera uniforme tout au long de l'année. Il y a beaucoup de dispositifs, et on parle par exemple des dispositifs qu'a cité tout à l'heure Antoine sur, par exemple, les subventions jeunes, où on a des pics d'activité en fin d'année scolaire ou encore plus en début d'année scolaire. Donc par rapport à ça, il faut avoir la capacité à mettre en œuvre des moyens qui sont extrêmement importants sur des périodes très courtes, et également la possibilité de continuer à assurer ce qu'on appelle la long tail tout au long de l'année pour assurer quand même un certain niveau de service, même si on n'a que quelques appels par jour. Donc c'était les premières questions à se poser au niveau de la relation citoyenne. Deuxième compétence importante à mettre en œuvre, c'est bien sûr le développement d'une plateforme multiservice. Donc ce développement de plateforme multiservice, vous me direz qu'effectivement, ça nécessite avant tout des compétences IT. Je vous dirais, ok, effectivement. Ceci dit, c'est pas que ça. La première compétence, à mon sens, à mettre en place pour mettre en place des bonnes plateformes multiservices, c'est déjà que la plateforme multiservice réponde au cahier des charges que vous avez élaboré, et cahier des charges qui peut évoluer. C'est pour ça que nous, on préconise par rapport à ce type de projet, de travailler en mode agile, de manière à ce que vous voyez au fur et à mesure de la construction de la plateforme, à quoi elle va ressembler, et que vous puissiez également la tester par rapport à des panels de personnes, etc., et pouvoir effectivement, si on s'aperçoit qu'elle ne correspond pas à vos besoins, réajuster le tir avant la mise en place définitive de la plateforme avec des milliers, voire des centaines de milliers de personnes qui peuvent se connecter. Ensuite, évidemment, il y a un sujet autour de tout ça, c'est l'ergonomie de la plateforme. Comme on l'a vu auparavant, c'est de plus en plus important dans le monde moderne avec les applications qu'on trouve à droite et à gauche. Donc il faut trouver un prestataire qui a l'habitude de faire des plateformes ergonomiques, qui a aussi
déjà de l'expérience dans la mise en place de telles démarches, parce que ça ne s'apprend pas. Je vous donne un exemple. Par exemple, nous, il y a une dizaine d'années, on avait commencé à mettre en place dans les systèmes la mise en place de code PIN, et on s'est aperçu que c'était extrêmement difficile à gérer parce que les gens perdaient régulièrement leur code PIN. Donc, si on n'a pas pensé en amont à l'ergonomie et aux différents éléments, la plateforme multiservice et comment ça va être utilisé, tous les problèmes qui peuvent se poser, on va au-devant de gros problèmes. Et là, typiquement, nous, ce qu'on avait, on avait, il y a une dizaine d'années, un engorgement de l'outline par des gens, effectivement, qui avaient perdu leur code PIN, qui ne savaient pas comment faire, etc. Et c'est là le dernier point qui nous semble important dans ces plateformes multiservices, c'est également le fait qu'il faut penser cette plateforme non seulement pour le citoyen, on a beaucoup parlé du citoyen sur les 2 premiers points, mais également vis-à-vis des traitements back-office que vous ferez en aval, de manière à ce que ces traitements back-office soient le plus optimisés possible et que vous ne puissiez pas avoir de problème avec ça. Dernier point, et là qui revient effectivement au sondage qu'on vous a envoyé, c'est également la sécurité de cette plateforme multiservice. Vous l'avez vu il y a plusieurs jours, la confiance du citoyen dans les données qu'il confie au secteur privé et encore plus au secteur public est quelque chose d'extrêmement important. D'ailleurs, vous le constatez également dans les résultats du sondage, puisqu'on lit quand même que la plupart des personnes indiquent que la sécurité est quelque chose d'important et au même niveau également indiquent qu'il est important que l'usager puisse disposer et donner son accord sur ces données. C'est quelque chose qui est aujourd'hui devenu prégnant, et encore plus bien sûr avec le RGPD qui va être mis en place bientôt en fin mai 2018. Et là-dessus, une question qui est posée au niveau des recommandations de la CNIL en termes de croisement de données. Donc c'est vrai on pourrait dire qu'il y a une contradiction apparente entre l'objectif de dites-le nous une seule fois et l'objectif de garder quand même des compartiments entre les données. Donc ça, c'est toute une démarche qu'il va falloir construire. Il ne s'agit pas de croiser les données, de les partager de manière automatique, sans le consentement des usagers, de ceux qui ont donné un caractère personnel. Il s'agit bien de construire des démarches qui sont respectueuses du droit. La norme AMC que je citais tout à l'heure pour l'application multiservice citoyenne a justement été conçue par rapport à des préconisations de la CNIL et qui permettent sur un support unique de donner accès via des identifiants qui sont différents et indépendants les uns des autres à une multitude de services indépendants. Il peut y avoir de la culture, il peut y avoir du transport, il peut y avoir de l'accès à la piscine par exemple. Alors, 3 autres métiers qu'il va falloir développer dans la mise en place d'une plateforme multiservice, c'est le développement et l'animation des écosystèmes stratégiques locaux, des réseaux de partenaires typiquement, qui vont être utilisateurs, qui vont faire partie de la plateforme multiservice et qui ont même vocation à pouvoir en devenir des ambassadeurs pour véhiculer, transporter auprès des publics qui sont utilisateurs les aides ou les services mis en œuvre par la collectivité. Ça, c'est typiquement une compétence, en tout cas pour la partie pilotage et animation, où la collectivité, en général, a les meilleurs savoir-faire, parce que c'est en local, elle a les relations avec nos partenaires, et elle va pouvoir les développer, mais où il y a une partie de démarche administrative, quand il y a des dossiers de demande de conventionnement, de la signature électronique, qui peut nécessiter, ou en tout cas faire l'objet d'une opportunité d'externalisation. Au niveau des traitements administratifs également, l'inscription des usagers qui vont s'inscrire à la plateforme et dont il va falloir contrôler les données, peut là aussi faire l'objet d'un travail en interne ou d'un travail externalisé. Il faudra notamment tenir compte dans cette étude de la saisonnalité des flux, par les Jean-Michel, notamment sur des dispositifs qui seraient liés à la rentrée scolaire, l'inscription d'une aide pour la rentrée des lycéens par exemple, ou à l'année civile. Et puis, 3e axe de travail, la gestion des services métiers, puisqu'on parle de multiservices, donc derrière, on va être ouvert en aval avec potentiellement un grand nombre d'acteurs, qui peuvent être de la collectivité ou des tiers.
Et donc l'utilisation de cette plateforme multiservice pourra nécessiter des ajustements dans les processus, les outils, les techniques, les workflows des services métiers qui vont s'interfacer avec. Sur toutes ces questions, la collectivité va devoir se poser arbitrer est-ce que je fais et ce que je fais faire. Il faudra bien raisonner avec une logique d'efficience globale et comme on l'évoquait tout à l'heure, l'efficience globale sera plus naturellement atteinte par un ou des prestataires qui ont l'expérience de ce multi-chantier et donc qui identifieront plus facilement comment le travail sur la plateforme permettra d'optimiser le traitement en back-office, par exemple. Alors qu'une approche trop silo, qui viserait à prendre un spécialiste de l'IT et de manière totalement décorrélée, un spécialiste de la relation client, par exemple, s'il n'y a pas une communication, une coordination suffisante entre ces deux chantiers, risque finalement de conduire à des optimisations locales qui n'auraient pas une portée suffisante sur l'ensemble du dispositif. Donc là, c'était la conclusion de notre présentation. Donc maintenant, vous pouvez effectivement vous poser vos questions et nous allons y répondre. Et d'ailleurs, on a une première question de Franck Antoine. Oui, on a évoqué déjà sur les recommandations de la CNIL. Peut-être un autre axe, c'est dans la mise en œuvre, c'est de ne pas chercher non plus à tout construire d'un coup. On a vu des projets qui ont fonctionné d'une manière très efficace quand les collectivités, plutôt que de vouloir directement construire une solution très aboutie avec un très grand nombre d'interfaces en amont et en aval, ont choisi des démarches plus progressives et qui consistent à, par exemple, à identifier pour la plateforme multiservice un cœur d'activité sur un petit nombre de services, d'aides, de dispositifs qui permettront déjà d'atteindre rapidement une masse critique d'usagers inscrits et de partenaires utilisateurs, et puis après, progressivement, à enrichir et donc à permettre à des nouveaux acteurs, toujours avec le consentement des usagers, de bénéficier de ce référentiel de données qui ont été qualifiées, qui ont été traitées, et donc de pouvoir aller vers du multiservice de plus en plus étendu. Première approche par les services, et deuxième approche plutôt par les technologies et les processus. Donc passer progressivement d'une logique, un formulaire pour chaque aide, à une logique, une gestion multiformulaire, et puis après vers des technologies plus avancées, du partage de justificatifs, de l'interface avec France Connect, du chatbot, de l'intelligence artificielle. Donc voilà quelques retours d'expérience sur des projets vécus. Moi, je peux rajouter quelque chose, effectivement, par rapport à la question de Franck également, dans le sens où il existe aussi maintenant des technologies et des normes qui permettent d'éviter également le croisement des données. Ça a été d'ailleurs ce qui a prévalu à l'élaboration de la norme AMC, qui fait vraiment le distinguo entre, au niveau, j'allais dire, des données qui sont à l'intérieur des cartes, entre les différentes données liées au transport, par exemple, liées à des formalités administratives, liées à d'autres services comme la déchetterie, la bibliothèque, que peut proposer la collectivité, mais avec, j'allais dire, des murs entre les deux qui permettent d'éviter de savoir à un moment donné tout ce qu'a fait le citoyen. Donc il existe un certain nombre de technologies qui permettent d'éviter ce croisement, mais tout en permettant quand même la réutilisation de la donnée, puisqu'on peut utiliser la carte, donc la réutilisation de ce droit, dans les différents services, tout en ne traçant pas tout ce que fait le citoyen. Voilà, donc sur cette slide, vous avez une illustration du nombre et de la diversité des services que des collectivités mettent en œuvre sur ce type de démarche. Vous voyez que c'est très large. On peut couvrir aussi bien l'échelle de la commune, de l'EPCI, du département ou d'une région. Merci pour vos questions. Peut-être encore quelques secondes s'il y en a d'autres. Vous avez effectivement accès à la présentation via la plateforme. Voilà. Donc pendant ce temps, pendant que vous répondez, ce que je voulais vous dire également, c'est on va passer au slide suivant. C'est que bien sûr, nous sommes à votre disposition une fois le webinaire terminé pour répondre à toute autre question que vous ayez. D'ailleurs, vous trouvez sur cette dernière slide nos contacts respectifs et évidemment le cycle des webinaires
DocaPost Solutions Publiques continue, avec le 12 avril un webinar sur le design de service, les agents au cœur de la démarche par Fabien Ferrazza et Eric Esposito de DocaPost. Et ensuite, le 17 mai, un webinar sur les nouvelles frontières du service public dans les territoires par Stéphanie Dupillon de La Poste et Nathalie Bourdon de DocaPost. Eh bien, nous vous souhaitons une bonne journée. Merci à vous. Au revoir.